Bien, merci. Effectivement, merci à l'organisation de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de m'avoir invité pour parler dans ces lieux si prestigieux, finalement de bâtiments très banaux qui sont bien souvent décriés par les amateurs de patrimoine. Et l'on peut comprendre d'ailleurs pourquoi. Mais toujours est-il que ces bâtiments sont aujourd'hui présents, qu'ils ont constitué une grande part de l'histoire de l'architecture rurale au cours du XXe siècle, et qu'on peut difficilement parler justement de ce sujet-là sans se pencher sur ces hangars, ces ateliers de production, ces édifices hors sol qui ont peu à peu remplacé les édifices traditionnels que les amateurs de patrimoine et tout le monde apprécient tant aujourd'hui. Dites-moi. S'il faut parler plus fort ou remonter le micro? D'accord. Alors, le titre est fort à propos, le titre du colloque, Histoire et actualité des architectures rurales dans leur paysage, car effectivement, cette révolution finalement constructive qui va avoir lieu durant la deuxième partie du XXe siècle va s'accompagner d'une transformation radicale des paysages ruraux. Et on voit combien la question de l'architecture et du paysage sont liées, autant dans l'histoire et à propos des paysages et des architectures traditionnelles qu'à propos des paysages et des architectures plus contemporaines. Je commence par une image qui date de 1948, enfin qui a été publiée en 1948 dans une revue d'architecture, La Construction moderne. Une image qui a dû être prise soit dans l'immédiate après-guerre, le bâtiment paraît vraiment tout neuf, soit un petit peu avant le conflit, puisque ce type de bâtiment était déjà largement diffusé. Et une image où on peut effectivement mesurer sans doute la fierté du bâtisseur, de l'agriculteur qui s'est équipé d'un bâtiment qui tranche radicalement, notamment avec la charrette qui est garée devant, d'un bâtiment qui est vraiment un signe de progrès et qui sera perçu de cette manière-là par les paysans au fur et à mesure qu'ils en construiront. Alors, le tracteur n'est pas là, mais il ne devrait pas tarder à arriver. Et si on en est encore à la charrette, c'est qu'il y a des chevaux, et on imagine aisément les écuries, les tables, le poulailler, la soue à cochon, les clapiers, enfin tous ces bâtiments affectés et qui constituent les fermes traditionnelles de polyculture-élevage. On est à peu près à cette époque-là, il faut quand même se rappeler ça. Et donc quand un bâtiment industriel, totalement industrialisé, construit en acier, arrive dans ce type d'exploitation, ça correspond évidemment à une volonté de l'exploitant de changer ses pratiques et de trouver de nouvelles façons d'exploiter. Alors ici, on a une représentation publicitaire plutôt flatteuse par les couleurs, par l'ordre qui peut régner. On sait bien que dans toutes ces fermes, il y avait un certain nombre de problèmes de promiscuité avec les animaux, d'hygiène, d'entretien du parc immobilier était fort coûteux. Et bon nombre de ces exploitations étaient de petites exploitations qui faisaient pour 80% d'entre elles
moins de 10 hectares. Alors voilà une autre représentation, à peu près à la même époque, où effectivement on voit que dans la cour de ferme qui réunit les bâtiments, on a une ambiance un petit peu plus, comment dire, j'ose pas dire insalubre, mais presque. Alors, après l'image, le titre de cette soirée, des fermes traditionnelles aux ateliers de production agricole, la mutation de l'architecture rurale au XXe siècle. Alors, quand on utilise le mot siècle dans une présentation historique, c'est toujours assez dangereux parce qu'on prétend à l'exhaustivité. Évidemment, 1h30, ce sera difficile. Et cette mutation a vraiment eu lieu durant les 30 Glorieuses, pour faire court. Il n'empêche qu'on trouve des prémices avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette mutation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Si elle a pris forme réellement à la reconstruction, elle a été préparée et peu à peu les techniques industrielles, les techniques venues des villes ont pénétré les campagnes. Et puis elle se poursuivra au-delà des 30 Glorieuses, puisque aujourd'hui, dans cet élan, on construit effectivement énormément, pas loin de 10 millions de mètres carrés par an, énormément de bâtiments d'exploitation agricole de type industriel. Alors, la question à laquelle je vais tâcher de répondre ce soir est assez simple. Comment, finalement, en quelques années, en quelques dizaines d'années, les techniques constructives nouvelles allaient effacer les savoir-faire traditionnels utilisés par la construction des bâtiments de ferme? C'est une interrogation qui m'a frappé en parcourant moi-même assez souvent les exploitations agricoles dans le cadre de mes activités au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Loiret, et en étant quand même interloqué par à la fois la qualité du patrimoine rural traditionnel, la qualité en ce sens sa relation au site, le savoir-faire des artisans, sa relation son orientation par rapport à l'ensoleillement, et puis des bâtiments industriels qui étaient généralement posés dans la proximité de la cour, à proximité de la cour, d'une façon hyper fonctionnelle et finalement qui correspondait bien aux besoins des agriculteurs. Alors il y avait vraiment il y a la question du bon sens paysan qui s'est posée, parce que effectivement les paysans n'ont pas vraiment droit à l'erreur, donc ils ont une habitude dans leur raisonnement d'être très pragmatique, et on vante souvent ce bon sens. Et le bon sens les a poussés à s'équiper avec ces bâtiments de plus en plus importants, de plus en plus gros, et à transformer leurs pratiques, et avec les résultats qu'on a pu constater, et sur lesquels on s'interroge finalement aujourd'hui. Donc pour présenter cette révolution constructive, je veux aborder la question en 3 volets. Je ne sais pas s'il y aura des questions à la fin. Si vous en avez en cours, n'hésitez pas. On peut peut-être aussi les faire à la fin de chaque volet. C'est une possibilité en fonction de l'intérêt que vous y trouverez. En premier lieu, on peut se demander si cette révolution constructive a été théorisée préalablement à sa mise en œuvre. En second lieu, comment sa mise en œuvre s'est-elle imposée? Par quels acteurs? Par quels vecteurs? Et puis, quelles sont les conséquences paysagères et environnementales de cette révolution constructive et de cette révolution agricole
puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et quelles sont les réponses qui ont été apportées durant finalement la dernière partie du XXe siècle. On pourra débattre aussi du succès des réponses, puisque vous verrez qu'elles font quand même polémique. Voilà. Donc, on va commencer en 1945. Vous voyez les tickets de rationnement. J'imagine que ça peut rappeler des mauvais souvenirs à certains. Des tickets de rationnement qui vont perdurer jusqu'en 1949. Donc, on est vraiment dans un contexte au sortir de la guerre, un contexte difficile où la question de l'alimentation se pose, et se pose crûment. Tanguy Prigent est ministre. C'est un homme issu du monde rural, bien connu des paysans. Et il était député dans le Finistère. Il a évidemment participé activement à la résistance, puisqu'il est dans le gouvernement provisoire, l'unité nationale. Et Tanguy Prigent a participé notamment à la création de l'Office du blé dans les années 30. Alors il est effectivement préoccupé à ce que ce ne soit plus la spéculation qui soit chargée des importations et des exportations et qui dicte les prix, mais que les paysans puissent prendre leur destin en main et se fédérer. Puisque jusqu'alors, on a une multitude de syndicats et des oppositions qui font que le monde paysan n'est pas du tout unitaire. Il va défendre l'exploitation familiale et travailler sur une série de lois, notamment concernant le cumul des terres, de façon à préserver la petite exploitation, enfin l'exploitation familiale. Je disais petite exploitation, mais pas tant que ça, puisqu'il est bien convaincu que c'est par la modernisation que les ruraux pourront effectivement s'imposer et aboutir à avoir un niveau de vie comparable aux ouvriers notamment. À ses côtés, on trouve un agronome qui est conseiller direct du ministre, René Dumont. René Dumont qui réfléchit sur la question agricole et notamment sur la question de la relance de l'agriculture en France et a publié un certain nombre de livres et d'articles notamment durant la guerre. Alors, René Dumont est un partisan de la modernisation et du progrès. Il prône une politique de libre-échange qui, à ses yeux, constitue la meilleure voie pour importer les produits pétroliers permettant de remplacer l'avoine et le foin, et les chevaux et les vaches de travail. En fait, la romance du commerce des textiles et des denrées exotiques était préconisée pour atteindre l'équilibre économique, tout comme l'exportation des produits laitiers, du vin, des fruits et des légumes. C'est donc un moderniste, partisan de l'ouverture à l'international, qui pourvend ses opposants, qui eux sont partisans de l'autarcie, et il est tout à fait persuadé qu'il va falloir des bâtiments pratiques, d'une seule venue, adaptables à peu de frais, à de nouvelles spéculations. Un troisième acteur, enfin un représentant d'une troisième famille d'acteurs se trouve là. C'est l'architecte Guy Pizon, qui lui aussi est chargé de mission auprès du ministre de l'Agriculture et qui lui est un pur moderniste. Il écrit « Nous savons déjà que nous aurons toujours plus de machines agricoles, qu'une agriculture scientifique permettra d'intensifier et de spécialiser la production, que des transports multipliés amèneront les matériaux créés par l'industrie, que les terres seront remembrées et que naîtront... » Qu'est-ce qui se passe? Ah, petit problème. Voilà. Et que naîtront de nouvelles structures sociales.
Alors là, donc, en clair, l'architecture ne doit plus être massive, mais doit pouvoir se modifier pour répondre aux besoins de la productivité et de ses transformations. Il est promoteur d'un fonctionnalisme hardi et il appelle ses confrères à récuser tout régionalisme, puisque l'architecture doit être le reflet de notre époque et les plans établis sur des données économiques et sociales qui ne seront pas bornées, espérons-le, à l'étroit horizon d'une région ou d'un continent. Il y a un petit problème, hein. Donc effectivement, la question du régionalisme s'est posée, elle s'est largement posée. Et après-guerre, les discours des architectes et des agronomes s'accordent tous pour dénoncer le manque d'adaptabilité des bâtiments existants et des bâtiments notamment des bâtiments qui ont pu être reconstruits à l'issue du premier conflit. Le débat sur la modernisation s'installe en fustigeant les réflexions qui avaient prévalu au relèvement des ruines occasionnées par la Grande Guerre. On a effectivement, après le premier conflit, toute une vague de consultations qui ont donné lieu et qui ont permis de produire des plans types pour la reconstruction, une reconstruction pensée en fonction des pays, avec une architecture inspirée de l'architecture traditionnelle. C'est le cas effectivement des propositions issues du concours organisé en mai 1917 pour la reconstruction des habitations dans la région dévastée. Ce sera le cas aussi des modèles types produits par le ministère de l'Agriculture, le service des améliorations agricoles, qui propose par petites régions et en fonction des tailles des exploitations des plans de bâtiments, qu'on peut effectivement reconnaître et qu'on peut trouver dans les campagnes intéressées. Si la syntaxe architecturale est traditionnelle, il y a tout de même une avancée importante dans cette reconstruction, c'est la prise en compte de la question de l'hygiène. Les fenêtres sont plus grandes, les bâtiments sont ouverts, on favorise l'héliotropisme, la cour est organisée, la fosse à fumier est reléguée à l'extérieur. Quand on en revient en 1946, on se rend compte que cette question de l'architecture régionale est totalement absente des revues. On a un certain nombre de revues d'architecture qui vont publier des numéros spéciaux, des numéros entiers à la question du territoire rural et de l'agriculture. La revue technique et architecture en 1946 ouvre ses pages aux ingénieurs du génie rural. Et effectivement, c'est une revue d'architecture, mais les propos sont tenus pour l'essentiel par des agronomes progressistes, par des ingénieurs du génie rural, et qui prônent les nouveaux équipements et aussi le remembrement et la mise en place de l'hydraulique agricole. Quelques exemples de réalisation tout de même, et évidemment la très connue reconstruction du village du Bockel par Paul Dufournay, qui a été conçu pendant la guerre. C'est un village de la Somme qui avait été entièrement dévasté par les Allemands et qui a fait l'objet d'une reconstruction complète. Mais c'est un des rares exemples dans le sens où finalement cette opération s'est réalisée en liant la construction des bâtiments et le remembrement foncier. Donc on y trouve l'application des concepts qui sont des concepts imaginés préalablement, notamment par Le Corbusier, on y viendra, qui font que l'exploitation est installée sur un finage d'un seul tenant, avec une maison d'habitation à proximité de la route, une entrée par cette route, et des bâtiments d'exploitation sur l'arrière, ouverts sur les champs et en relation directe. Au centre du village, on trouve la mairie, l'école et le silo coopératif. D'ailleurs, ce projet est mis en œuvre par une équipe d'architectes qui sont des disciples de Le Corbusier.
Oui, tout à fait. Donc on a un village en croix, avec au centre du village les équipements publics, et puis ces 17 fermes qui ont été reconstruites, qui sont ces rectangles là, représentés, chacun ayant une entrée depuis la rue principale, et puis s'ouvrant sur les champs. C'est ce qu'on trouve dans ce petit schéma qui représente la centralité du village et l'exploitation de la campagne. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de réalisations à l'époque qui correspondent à ce message de modernisation qui est porté par les revues et par les intellectuels. On peut quand même citer... Ah non, là on a un projet... C'est un projet réalisé qui a été financé par le ministère de la Reconstruction. 17 fermes ont été réalisées. Il y en a une qui est particulièrement réussie, puisqu'elle reprend complètement le concept initial, à savoir réaliser des bâtiments en matériaux locaux. Le projet a été conçu durant l'occupation, donc en période de pénurie, et Paul Dufournet a travaillé sur le béton de terre pour édifier des bâtiments avec des matériaux issus du sol, mais dans une syntaxe architecturale moderniste. Les autres fermes, enfin le projet va être construit entre 1941, va être conçu à partir de 1941 et construit jusqu'en 1948, et avec la libération, le retour du béton armé et de l'acier fera que les autres bâtiments, pour la plupart, ont été construits en parpaing et en béton. Un autre exemple qui montre la manifestation du modernisme sur des bâtiments d'exploitation rurale, c'est la ferme de Garkow, à côté de Lübeck, en Allemagne, qui a été conçue par Hugo Haring, donc un des théoriciens du Bauhaus, et qui, dans une expression forte de la forme suit la fonction, édifie donc un bâtiment en 1924, je répète, un bâtiment qui est totalement en rupture avec l'architecture traditionnelle. C'est bien la forme qui dicte la fonction. La stabulation des animaux s'organise de façon circulaire au-dessus de la trappe par laquelle descend depuis le fenil les fourrages. Et puis le taureau est dans sa loge, fait face à l'ensemble du troupeau. Alors on a différentes productions à cette époque, je le disais. En 1949, l'architecture d'aujourd'hui, de son côté aussi, produit un numéro complet sur les constructions agricoles. Et encore une fois, on va chercher des exemples à l'étranger ou dans des projets qui sont en cours. Notamment, on trouve dans cette revue un cahier important sur un concours qui a eu lieu en Angleterre et qui montre comment les bâtiments industriels sont employés pour favoriser la conception de nouvelles exploitations. On trouvera aussi quelques projets de grands noms, et notamment de Pingusson dans l'est de la France ou de Serge Goldberg. Alors, comme je le disais, les ingénieurs sont évidemment très présents, les ingénieurs agronomes, puisque la question du programme même du bâtiment est posée en fait, et tous les participants à l'acte de construire en ont conscience. Il y a une transformation radicale des pratiques agricoles qui va s'opérer. Louis Gauvin, un ingénieur du génie rural, un jeune ingénieur qui a fait ses classes dans les chantiers de la reconstruction auprès des architectes, est donc invité, et lui se spécialise sur les questions d'habitat rural. Il va modéliser finalement les différentes pratiques en fonction des filières animales et végétales.
mais il va aussi modéliser l'organisation de la ferme et les usages, tant en ce qui concerne le déplacement des produits que le déplacement des hommes et des machines. Donc on a ici une approche qui devient très rationnelle de l'exploitation, et qui va donner lieu à des modèles types. Louis Gauvain est très clair d'ailleurs sur son ambition. Il veut normaliser la construction rurale, et pour lui la ferme est une usine au milieu des champs dont les animaux sont les transformateurs. Alors on voit que les débats entre modernes et régionalistes sont totalement absents de ces revues. En fait, ils ont déjà eu lieu, et ils ont eu lieu durant l'occupation. La vulgate pétainiste du retour à la terre avait alors mis l'accent sur la question rurale. On est au courant effectivement de cet épisode. Et différentes consultations avaient là aussi, de la même manière que ça avait pu être fait après le premier conflit mondial, différentes consultations sont organisées auprès des architectes pour dégager des parties et des techniques permettant la construction et la reconquête finalement du monde rural. Puisque la politique agrariste du gouvernement de Vichy était très forte, et notamment mettait en place un certain nombre de subventions importantes pour le retour à la terre, l'amélioration de l'habitat rural et la conquête des exploitations en friche, la reconquête des exploitations en friche. Donc on voit ici le type de réponse qui avait été alors apporté. Le règlement de la consultation avait été publié dans l'Architecture française, qui était alors sous-titré « Organes de la reconstruction française ». Les prescriptions étaient tournées vers des usages en cours avant-guerre et présentaient une vision quasi autarcique de l'exploitation. Conflit oblige sans doute, les moyens mécaniques entièrement mobilisés par l'occupant n'étaient pas pris en compte, et la traction restait confiée à des chevaux et des bœufs. D'un point de vue architectural, les participants étaient invités à formaliser une tradition depuis trop longtemps perdue, en distinguant dans la ligne traditionnelle les invariants des éléments susceptibles de transformation compte tenu des besoins actuels de l'exploitation agricole. Cette tradition de la construction, qui était à la fois une doctrine, finalement, pour marquer l'identité rurale et l'identité des pays, des petits pays ruraux, la diversité française, qui était alors opposée au style international, était aussi le fait d'une continuité des pratiques qui était en cours dans les campagnes, et de la pénurie des matériaux. En analysant les archives des directions des services agricoles, les archives de demande justement de subventions sur l'amélioration rurale, on trouve effectivement un langage architectural tout à fait traditionnel dans l'ensemble des projets qui ont pu être déposés, en tout cas sur le Loiret, puisque j'ai mené l'étude sur le Loiret. On n'a absolument aucun projet d'écriture moderniste. On continue à construire dans la tradition des fermes en matériaux issus du sol, avec des techniques ancestrales. Il n'empêche que durant cette période-là, des débats ont lieu par action interposée. C'est-à-dire que, alors que le commissariat à la reconstruction immobilière avait lancé le concours des études provinciales dont on vient de parler, le ministère de l'Agriculture, les agronomes et les ingénieurs du génie rural du ministère de l'Agriculture lancent le prix Sully d'architecture rurale. Et l'approche est là totalement différente, puisque chaque année, c'est une région qui est choisie pour localiser un sujet au concours et voir se réaliser la conception de projets sur site.
Ces projets devaient être basés sur la recherche des meilleures conditions de confort et d'hygiène, des facilités de service et d'usage des bâtiments et des logements, ainsi que du caractère économique des réalisations projetées. Donc on voit ici un des lauréats en 1944, c'est une ferme en Camargue, qui effectivement est une expression revisitée d'un certain régionalisme, puisqu'on a une architecture qui s'inspire du mât camarguais, mais qui répond avant tout à des questions fonctionnelles avec des changements d'échelle qui sont tout à fait évidents par rapport aux bâtiments traditionnels. On trouve aussi ce courant moderniste dès 1942 dans technique et architecture. Alors, technique et architecture, revue éminemment prestigieuse, qui est présidée par Auguste Perret et qui publie, elle, un numéro sur la ferme en décembre 1942, en faisant absolument aucune mention du concours des études provinciales. Au contraire, on a ici l'étude de différentes fermes existantes, mais présentées d'un point de vue fonctionnel, avec un langage et un graphisme parfaitement et sans ambiguïté, parfaitement moderniste et fonctionnaliste. Le projet qui est présenté par André Wojcinski dans la revue, André Wojcinski qui est le bras droit de Le Corbusier, est aussi le projet de Le Corbusier sur la ferme radieuse. Un projet qui a été élaboré en 1934, à partir de 1934, en réponse à la demande, à l'interpellation d'un ouvrier agricole, secrétaire de mairie, enfin Norbert Bézard, un personnage atypique qui interpelle Le Corbusier sur le monde rural, en lui disant qu'effectivement les architectes modernistes s'intéressent à la ville, mais sont totalement muets sur les territoires des campagnes. Et Le Corbusier va prendre la demande tout à fait au sérieux, puisqu'il va élaborer un concept de ferme radieuse, en réponse à la cité radieuse qu'il a déjà produit, et de village radieux. On est là dans une expression moderniste. Les bâtiments d'exploitation sont conçus sur un élément de charpente standard pour une exécution en série à l'usine, suivie d'un montage sur place. La maison d'habitation se différencie de la ferme. On voit ici la maison d'habitation avec son potager. Et l'exploitation est organisée autour d'une cour, donc séparée et servie par les routes, s'ouvrant directement sur la campagne. Ce projet se fonde sur un programme élaboré par les syndicalistes à l'époque, et qui a pour objet de définir ce qu'un ménage peut cultiver. Donc, en l'occurrence, le projet est basé sur le village de Piacé dans la Sarthe, et ici, ce qu'un village peut cultiver pour vivre, tel que c'est présenté, c'est 20 hectares en moyenne. Et la ferme doit donc être un modèle standard local dont les dimensions sont l'échelle exacte de la production locale, échelle déterminée par les statistiques rigoureusement exactes. L'ambition est évidemment de faire un modèle qui serait applicable à l'ensemble du territoire et que l'on pourrait donc décliner en fonction des besoins de chaque territoire. Ce projet va être publié, republié et republié à maintes reprises par Le Corbusier, mais jamais réalisé. On le retrouve en 1945 notamment, et où il est complété par le projet de planification, les 3 établissements humains qui distinguent la grande réserve de la terre, la cité linéaire industrielle et la cité radioconcentrique d'échange située à l'intersection des routes. Alors oui, la grande réserve de la terre, c'est effectivement en ces termes qu'on qualifie la campagne, qui devrait être totalement remodelée
et dont les anciennes fermes devraient être abandonnées au profit de villages radieux et de fermes radieuses. Pour aborder ce deuxième volet, je dirais que la grande réserve de la terre, ça va être vraiment la grande affaire des agriculteurs. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme étant encore l'espace rural, séparé de la ville, va être en fait l'affaire des ruraux, puisque les architectes vont rapidement se détourner de ces questions-là. Autant on trouve effectivement des nombreux écrits durant les années 40 et jusqu'à la fin des années 40, autant à partir du début des années 50, les architectes s'intéressent non plus à la campagne, mais à la ville. On est vraiment dans la politique de la reconstruction. Il semble qu'ils soient totalement happés par cette question-là. Peut-être aussi le fait que la modernisation des constructions, la modernisation des exploitations se fait en fait sur les exploitations existantes, et elle se fait de façon extrêmement technicienne, non pas en reconsidérant totalement le parc immobilier, mais plutôt en faisant des adjonctions d'équipements modernes permettant de répondre notamment à la mécanisation. La grande affaire, finalement, de cet immédiat après-guerre, c'est l'apparition du baby-tracteur. La mécanisation avait déjà été engagée depuis la sortie du premier conflit, puisque les chars d'assaut avaient donné lieu aux premiers tracteurs à Chenilles et à Roucranté ensuite. Mais c'était des tracteurs et des locomotives, comme on disait alors de forte importance, qui n'étaient en usage que dans les grandes exploitations céréalières. Et ce qui se passe après-guerre, c'est que l'importation de petits tracteurs de faible puissance va permettre leur généralisation et leur usage dans l'ensemble des exploitations, finalement. Donc on a effectivement une transformation des pratiques au profit de la mécanisation et peu à peu, rapidement, l'abandon de la force animale. Avec ces nouveaux outils, de nouveaux bâtiments apparaîtront et se généraliseront. Cette volonté de transformer les pratiques va être mise en place finalement et prônée par le monde rural et par ses organisations. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement, pour que l'affaire fonctionne, d'apporter le message au plus près des agriculteurs, au plus près des millions d'agriculteurs qui sont alors encore présents sur le territoire. C'est sans doute les mouvements de jeunesse, et les mouvements de jeunesse chrétienne qui vont faire la première action d'ampleur. Une exposition itinérante de la maison rurale va circuler dans toute la moitié ouest de la France pendant plus de 3 ans. L'argument de l'exposition est en fait la modernisation de l'habitat, la disparition du logement insalubre et de la promiscuité, de façon à pouvoir avoir effectivement une famille et une éducation familiale qui correspondent au canon des Jacques de la jeunesse agricole chrétienne. La transformation de l'habitat rural, sa modernisation, s'accompagne aussi d'un discours sur les bâtiments d'exploitation. Alors, cette exposition itinérante, elle va de chef-lieu de canton en chef-lieu de canton. On construit le hangar qui l'expose. À chaque fois, on invite le député, le conseiller général, et tout le monde s'y presse, comme à la foire, pour voir la modernisation de l'habitat. Nous sommes dans les années 50. Et c'est Marcel Gascoigne, le fameux décorateur, qui a conçu le mobilier qui est exposé. Ainsi, durant 3 ans et plus d'une centaine d'étapes, ce seront plus de 500 personnes qui visiteront les stands de la maison rurale. Plus de 500 000 personnes
qui vont découvrir finalement aussi des concepts et les préceptes concernant les bâtiments d'exploitation. Alors le message est simple, il s'agit de construire grand mais à petit prix, en trouvant un système qui permette aisément d'allonger, d'élargir, de surélever la première construction qui aura été établie. Selon le modèle de la grange hollandaise, il s'agit de regrouper l'ensemble des usages de la ferme sous un même toit, et un grand principe fait jour sous l'ensemble de ces nécessités. Les murs d'une construction servent à empêcher la pluie et le vent d'y entrer. Ils ne doivent pas porter le toit. Celui-ci reposera sur une ossature de béton, de bois ou de métal. Et ils ajoutent, ce procédé de construction n'est pas une nouveauté. Il est appliqué depuis longtemps, surtout pour les constructions industrielles. Il faut le développer en agriculture. Donc le constat est simple. Les bâtiments traditionnels pondéreux sont des bâtiments cloisonnés qui sont peu transportables aussi, au contraire des hangars, et qu'on ne peut absolument pas adapter à une nouvelle agriculture. Le hangar est déjà un ouvrage qui a trouvé son succès, puisque voici une affiche là, des années 30. On s'est rapidement rendu compte que ça coûtait beaucoup moins cher de construire un hangar que d'élever une grange. En 1917, Casio, dans un ouvrage sur l'économie agricole, précise que ça coûte 2 à 3 fois moins cher. Ça coûte aussi moins cher que la mise en meule. Donc, très rapidement, le hangar va connaître un grand succès et va permettre effectivement le stockage du foin en vrac et le battage des céréales. La statistique de 29 montre effectivement que parmi les constructions nouvelles édifiées depuis 1918, on est là en 1929, 30% sont des hangars à récolte. Les industriels de l'acier sont mobilisés sur la promotion de ce nouveau type et on voit différentes formules concernant la structure de ces bâtiments. On ira même, on le voit en bas, jusqu'à une structure tout à fait radicale qui consiste à organiser le hangar comme un parapluie sur une seule file de poteaux centraux. Le hangar agricole, le silo métallique à fourrage, les équipements de type wagonnet, les élévateurs à fumier, un ensemble de nouveaux outils donc, apparaissent déjà sur les exploitations. Ce sont des outils qu'on va d'ailleurs dénommer équipements, y compris pour les bâtiments, puisqu'ils ne sont plus faits pour durer, ce sont vraiment des équipements totalement utilitaires, et on les dénommera ainsi également dans les réglementations et dans les services du ministère de l'Agriculture. Voilà, on a ici un exemple de ce fameux hangar parapluie, dont quelques exemplaires ont pu être construits. Ici, une réflexion sur les hangars par Robert Loricollet, ingénieur, qui travaille sur les structures tridimensionnelles et qui aura aussi œuvré sur la ferme du Bockel avec Paul Dufournet. Il s'agit de hangars spécifiquement pensés pour l'agriculture, pour une construction rapide, simple et économique. Ou encore un modèle de Stéphane Duchâteau, de hangar en tube avec des assemblages boulonnés. Mais finalement, c'est un modèle des plus rustiques, le hangar treillis qui va connaître les faveurs des agriculteurs et se développer dans l'ensemble du monde rural. En fait, le hangar treillis est extrêmement simple. C'est un treillis d'ossature métallique constitué de cornières, assemblé, riveté à chaud et couvert par une tôle ondulée, tôle métallique. Il est préfabriqué en usine et livré sur camion et élevé sur site
en 5 jours environ. Donc c'est une vraie révolution, puisque effectivement avoir un bâtiment en 5 jours, alors qu'il fallait une année pour le construire, on regarde les choses totalement différemment. D'ailleurs, d'après ce que disent les anciens de cette industrie, les anciens constructeurs, il semblerait qu'on se soit pressé à la porte des ateliers pour commander son hangar avant la moisson ou avant l'hiver pour les éleveurs. Un prix qui est effectivement de 2 à 3 fois moins cher que celui d'un bâtiment traditionnel, pour un usage analogue. Donc l'argument est de poids. Les modules sont préfabriqués. Les fondations peuvent être réalisées éventuellement par l'agriculteur. Et on peut choisir son type en fonction des portées et en fonction des besoins et aussi de son portefeuille. Donc là, on a une généralisation de ce modèle et un certain nombre de constructeurs vont finalement proposer à de toutes petites variantes près la même construction qu'on retrouve sur les stands en modèle réduit de façon à expliquer aux paysans tous les avantages de ces nouveaux bâtiments. Alors, on est dans une forme de vulgarisation. La vulgarisation, effectivement, est très importante. Il s'agit de porter ce message. Elle est intéressée lorsqu'elle est le fait de constructeurs qui ont quelque chose à vendre. Elle peut être aussi le fait de producteurs d'engrais ou de marchands de pétroliers tels que la Shell qui montrent des exploitations modernisées et en font publicité, organisent des conférences autour des progrès de l'agriculture de façon à initier les ruraux à ces nouvelles pratiques. Elle peut être aussi désintéressée, entre guillemets, dans le sens où elle est réalisée à la fois par les syndicats de producteurs ou par l'État, qui va organiser des concours d'étables, qui va organiser des villages pilotes, qui va organiser tout un système de vulgarisation de façon à faire pénétrer justement ces nouvelles pratiques dans les campagnes. Mais finalement, ce sont surtout les ruraux qui vont mettre en place leurs propres outils. En 1944 est créé dans le bassin parisien le premier centre d'études techniques agricoles. Alors, les CETA, ce sont en fait des groupements d'agriculteurs innovants qui vont mutualiser finalement pour pouvoir, d'une part, échanger sur leurs techniques et éventuellement avoir recours à des ingénieurs conseils pour les accompagner. Donc ils vont se développer extrêmement rapidement et on en comptera jusqu'à plus de 1000 au début des années 60. C'est vraiment des petites structures associatives par région, par canton qui s'organisent. Elle se fédère au niveau national et elle s'intéresse aussi à la question des bâtiments. Il y a donc des spécialistes des bâtiments agricoles et de la zootechnie qui vont commencer à conseiller les agriculteurs sur l'innovation et les outils appropriés à l'innovation. Il faut parler aussi des comités départementaux d'habitat rural, parce que si les CETA sont le fait d'agriculteurs innovants à la pointe, il s'agira effectivement aussi de toucher l'ensemble du territoire et l'ensemble des ruraux. Et une question évidemment se pose, c'est comment avoir une ingénierie qui puisse répondre aux demandes des exploitants et initier aussi des paysans qui ne sont pas encore des agroménagers, loin de là.
Évidemment, le monde rural connaît peu les architectes, connaît relativement peu encore aussi les ingénieurs, et il s'agit de mutualiser les moyens de façon à ce qu'on puisse faire venir et proposer les services au plus profond des campagnes, les services d'hommes de l'art pour mener cette révolution constructive. C'est l'idée en fait de l'ingénieur Vignereau, un ingénieur honoraire, général honoraire du génie rural, qui a participé dès les années 20 à la mise en place de coopératives de construction, de façon à ce que puissent être mutualisés les moyens à la fois intellectuels et matériels pour la reconstruction des fermes. Et il pense que cette idée de mutualisation va permettre, par la commande groupée et par la centralisation finalement des prestations intellectuelles, à savoir la production de modèles et de plans types, va permettre de diffuser les nouvelles pratiques auprès des ruraux. Donc les organismes d'habitat rural vont se former, il va s'en former dans quasiment tous les départements. Ils sont là pour conseiller, établir les plans, établir les demandes de subventions, bien sûr, et très rapidement établir aussi les demandes, les dossiers de prêt au crédit agricole qui vont financer ces équipements, qui va financer ces équipements. En fait, il travaille aussi à des formes de propagande, à travers des événements, l'organisation de visites, la création de bâtiments modèles sur les salons, de façon à promouvoir toujours ce modèle du bâtiment moderne. Alors ce modèle de bâtiment moderne s'inscrit dans une logique, on n'est pas uniquement dans une révolution constructive, on est là évidemment dans une révolution économique, et l'idée c'est d'avoir un regard global sur l'exploitation. On critique les paysans en disant qu'ils font des frais sur des bâtiments obsolètes, des frais extrêmement coûteux, et qu'il faut absolument avoir un regard complet sur l'exploitation, évaluer la charge bâtiment, évaluer son rendement dans le bilan global, de façon à pouvoir réorganiser la ferme. Évidemment, les bâtiments les plus économiques et les plus adaptés à aux nouvelles pratiques rurales sont les bâtiments industrialisés, et on n'a de cesse de faire leur promotion. Les CDHR font des voyages d'études à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, enfin les influences sont très fortes. Et peu à peu se diffuse justement l'idée d'une ferme industrielle avec le camion citerne qui va venir prendre le lait à la laiterie, avec des outils de conservation des fourrages, la mise en place de silos souvent à plat. Là, on a une ferme américaine avec son silo vertical, mais en France, on développera plus le silo à plat, et avec des bâtiments, outils parfaitement adaptés. Voilà un modèle qui sera construit à Paris sur le salon de l'agriculture en démonstration, et qui ensuite sera transporté et reconstruit sur une exploitation, et qui sera modélisé et dont on pourra acheter les plans finalement pour en kit quasiment construire le bâtiment, à travers les CDHR qui vont en faire la promotion. Parmi les vulgarisateurs, on a évidemment aussi des personnages du ministère de l'Agriculture. Alors quand je dis que c'est le monde rural qui fait sa propre vulgarisation, il faut savoir que le ministère de l'Agriculture
est en grande partie constitué par des fils d'agriculteurs qui ont eu l'instruction. Et donc on a un vrai monde. Le monde rural, c'est le monde agricole, c'est à la fois un ministère, bien sûr, une sécurité sociale, bien sûr, un enseignement spécifique, l'enseignement technique agricole, des organismes de conseil, des instituts techniques. On est vraiment dans un entre-soi et qui fonctionne et qui est une particularité du monde rural et qui va effectivement être un des facteurs de la pénétration de cette nouvelle agriculture. Au ministère, on crée la section technique de l'habitat rural, qui elle aussi est un organisme tout à fait spécialisé et qui aura comme vocation d'élaborer toute la réglementation et la normalisation des bâtiments ruraux. C'est Louis Gauvin, dont on a parlé précédemment, qui prend en charge cette section technique. Et il va, pendant une dizaine d'années, jouer un rôle prépondérant, puisqu'on retrouve à la fois les plans produits par la section technique, on les retrouve dans toutes les DSA sur le territoire, dans les directions des services agricoles, qui deviendront les directions départementales de l'agriculture. Donc ce sont des critères à l'obtention de subventions. Et on le retrouve aussi dans tous les événements de vulgarisation d'ampleur régionale ou nationale, où il accompagne et porte la parole sur effectivement cette modernisation des bâtiments. Les propos sont clairs. Dans la ferme de demain, tous les bâtiments seront de simples parapluies, qu'ils soient destinés aux animaux, aux produits du sol et au matériel d'exploitation. En fait, le hangar est polyvalent à cette époque-là et on lui prête toutes les qualités puisqu'on peut quasiment tout y faire. Notamment des étables à stabulation libre. Alors on retrouve en 1958 un numéro de technique architecture sur les questions d'aménagement rural. Il n'y en a pas eu depuis une dizaine d'années. Et on remarque que la parution est quasiment en totalité occupée par des questions réglementaires ou zootechniques. On voit bien qu'on a passé un tournant, véritablement, et qu'on est dans une progression de la production de bâtiments qui s'oriente totalement vers une standardisation des bâtiments, une normalisation et la production de modèles types. On est aussi dans une époque où les pratiques se transforment totalement. Jusqu'alors, d'une part, la ferme de polyculture élevage est totalement dominante et on va s'orienter vers une spécialisation des exploitations. D'autre part, pour ce qui est, par exemple, de l'élevage bovin, on élève les animaux dans des étables où ils sont à la tâche, toute la journée à la tâche. Et à cette époque-là, va se généraliser peu à peu la stabulation libre des animaux. C'est-à-dire que les animaux sont élevés en liberté, sous un abri, et un abri qui doit être relativement grand, puisqu'il faut effectivement qu'ils puissent se mouvoir, et donc cet abri sera forcément un hangar. La stabulation libre va s'accompagner de la salle de traite, qui est aussi une révolution fonctionnelle et pratique, dans le sens où on n'a plus à s'asseoir au cul des vaches pour aller les traiter, mais ce sont les vaches qui viennent d'elles-mêmes dans la salle de traite. Et donc on a quand même une importante amélioration aussi des conditions de travail des agriculteurs. Qui plus est, alors que les paysans pensent, les éleveurs ont longtemps pensé qu'il fallait une atmosphère confinée dans des bâtiments pour protéger les animaux et pour avoir des rendements importants, on se rend compte
que la stabulation libre permet une augmentation des rendements des animaux en termes de lait et de viande. La technique vient des États-Unis. Elle est on peut difficilement dire à quelle époque elle est née. On y fait référence dès la fin du XIXe siècle. Des études sont faites à l'université dans le Michigan notamment, mais elle va vraiment apparaître après-guerre, après une très longue étude qui est menée aux États-Unis, qui va comparer sur 8 ans les résultats de l'élevage en stabulation entravée et en stabulation libre. Et à partir de ce moment-là, au regard de ces résultats, elle va se généraliser en premier lieu aux États-Unis, puis en Angleterre, puis à partir des années 50 en France, la première étant construite sur un domaine de l'État en 1953. À partir de là, Louis Gauvin, la section technique de l'habitat rural, mais aussi les CDHR, les conseillers bâtiments des CETA, vont effectivement s'atteler à faire la promotion de cette nouvelle pratique qui concilie tout, économie, bien-être animal, conditions de travail améliorées pour le fermier. On est vraiment dans un modèle qui a tout pour s'imposer et qui s'imposera tel que. On aborde évidemment les années 60. Et ce paragraphe sur la stabilisation libre est aussi effectivement l'introduction de la spécialisation. La spécialisation des exploitations qui va se manifester notamment à travers les lois d'orientation de 1960 et 1962. Alors ce que Michel de Bâtisse appellera la révolution silencieuse, c'est effectivement Michel de Bâtisse qui deviendra ministre de l'Agriculture au début des années 70, après avoir été un des cadres de la jeunesse agricole chrétienne, puis des centres de jeunes agriculteurs, comme de nombreux ruraux ayant des responsabilités. Il va définir cette révolution dans le sens où c'est vraiment le succès de l'exploitation familiale avec un modèle spécifique à la France, où on n'est ni dans un système collectiviste, ni dans un système capitaliste. On est dans un système qui défend l'exploitation familiale, puisqu'on va voir qu'elle va être clairement définie, et un certain nombre de lois, dans la continuité de celles qui avaient été prises par Tanguy Prigent, vont interdire notamment le cumul des terres, pour éviter des organismes capitalistes de mettre en place un système de propriété de la terre et reléguer les paysans à des statuts d'ouvriers. On est là vraiment dans la défense de l'exploitation familiale avec un modèle qui va être l'exploitation à 2 unités de travail humain. C'est-à-dire que va être défini par région et par type de pratique les superficies nécessaires à la viabilité d'une exploitation tenue par 2 personnes. Vous voyez qu'on retrouve là aussi les principes qui avaient été ceux mis en place et prônés par le syndicalisme dès les années 30 et qui avaient été finalement le support du projet de Le Corbusier. C'est une idée bien particulière, mais qui implique, pour sa mise en œuvre, je dirais une armée de fonctionnaires et un système de subventions important. Et puisque les superficies nécessaires à ces nouvelles pratiques ne sont pas celles du passé, elle va aussi impliquer le départ à la retraite de nombreux paysans. Donc va être mis en place un système effectivement de rétribution et de mise en place de retraite pour dédommager, et de façon à ce qu'il y ait une concentration des exploitations, une forte diminution de leur nombre,
et que puissent être atteints ces standards d'exploitation à 2 unités de travail humain. Qui dit standard va dire spécialisation, puisqu'on va définir par région le type d'exploitation et ses pratiques. Il s'agit en fait d'augmenter la production, de répondre à la concurrence européenne, le marché commun commence à se mettre en place, et de s'ouvrir sur l'international. Et la France entend acquérir évidemment ce qu'elle a fait, l'autosuffisance alimentaire, mais aussi être un des leaders de l'agriculture mondiale. Donc les bâtiments qui, jusqu'alors, les bâtiments modernes qui étaient des hangars finalement polyvalents, vont se spécialiser, vont devenir étables à veau, porcheries, poulaillers, hangars de stockage, ateliers, etc., etc., etc. Donc on va voir sur les exploitations fleurir des bâtiments tout à fait particuliers, qui sont des bâtiments d'élevage clos et voués à une industrialisation de l'élevage qui se met en place progressivement. Progressivement, mais avec des moyens considérables, hein, puisque en 1966, la loi sur l'élevage a pour objet justement de doper l'agriculture française et surtout de rattraper le retard par rapport à ses voisins. Donc vous voyez qu'on a 76 milliards de francs, 1966, 19 milliards pour la sélection animale, 12 milliards pour le développement qui a pris le pas sur la vulgarisation en fait, hein, c'est des moyens d'ingénierie, de recherche, et 45 milliards pour la stabilisation des animaux, c'est-à-dire pour les bâtiments, avec un plan de financement à 100%, hein, puisque apport personnel et prêt du crédit agricole 75%, subvention d'État 25%, dans un cas, et dans les bâtiments neufs, on atteint 50% sur le prêt du crédit agricole et 50% sur la subvention de l'État, avec apport personnel, mais l'apport personnel est généralement l'hypothèque sur les biens existants. Alors, exploitation à 2 unités de travail humain, subvention importante et plan type. Et bien voilà, on a la recette pour que tous les bâtiments de ferme deviennent des bâtiments contemporains et des outils de travail, des véritables équipements qui permettent d'augmenter le rendement. Voici ici un plan, voilà, signé 1965, section technique centrale de l'habitat rural. Le catalogue en contient à peu près 200. Ils ont été diffusés largement sur tout le territoire. Celui-là concerne une étable à stabulation libre avec logette pour 40 laitières. Donc pour une exploitation qui est déclarée viable pour 40 laitières, ce modèle peut être subventionné. La conception n'est pas uniquement le fait des fonctionnaires, loin de là, puisque un certain nombre de types d'élevage ne seront pas aidés, notamment les élevages porcins et avicoles. Ils vont être la conception des bâtiments va être l'affaire en fait d'instituts spécialisés et des industriels. Alors là, on a une publicité de l'Union française des fabricants d'aliments composés. Vous voyez, pour monter, transporter, rentabiliser, développer un élevage spécialisé, l'UFAC sera votre guide. Et effectivement, il faut un guide car on est là aussi dans une transformation radicale des pratiques, hein, puisque là où il y avait
une dizaine, une cinquantaine de poules. Au bout de 10 ans, l'exploitant spécialisé aura des poulaillers de 10 000, 20 000, 30 000 poules. Dans d'autres proportions, on retrouve le même phénomène sur l'élevage porcin. Donc évidemment, la technique d'élevage et le bâtiment est fort différent. Elle fait appel à des zootechniciens. Il faut étudier le comportement des animaux en groupe, leur alimentation. Et c'est tout un système qui va se mettre en place, le système de l'intégration en agriculture. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le système de l'exploitation familiale, puisqu'on est dans le cadre de la loi de 1960 et de la loi de 1962. Et pour produire des animaux en grande quantité, il faut effectivement rester dans le cadre de l'exploitation familiale. Alors ce qui va être inventé, c'est que les industriels de l'agroalimentaire, et ce sont des ruraux au départ, souvent des meuniers, vont proposer la vente de l'aliment, des nouveaux aliments aux éleveurs. Et puis ils vont leur proposer l'ingénierie et ils vont leur proposer les bâtiments qui vont avec ces pratiques-là. Et donc ils vont garantir en fait aux éleveurs une rentabilité de leur, enfin un prix d'achat en fait de leur production, mais pas de l'ensemble de leur production à l'unité. Finalement, ils ne prennent pas grand risque puisqu'ils vendent l'aliment et ils achètent l'élevage, l'animal à maturité. Mais c'est ce qu'on appelle donc l'intégration. Mais dans cette affaire-là, il propose aussi des bâtiments totalement standardisés, pour le coup. On est hors système régulé, réglementé, et donc sur l'ensemble du territoire, on a exactement les mêmes poulaillers et les mêmes porcheries qui vont se bâtir peu à peu et de façon grandissante. Les constructeurs sont évidemment aussi de la partie, et vous voyez l'argumentaire de cette société avec plus de 100 techniciens conseils, et nous sommes près de chez vous pour être plus près de vos problèmes. Toujours l'argument de la proximité, de l'entre-soi du monde rural qui fait que les choses sont ce qu'elles sont et que c'est tout à fait logique et normal. Face à ce phénomène, vous avez ce qu'on appellera l'intégration horizontale. Je viens de parler de l'intégration verticale, descendante. Là, on a une intégration horizontale. Il y a tout un discours du monde agricole qui va faire la promotion des coopératives et des groupements de producteurs. C'est-à-dire que ce seront les agriculteurs eux-mêmes qui seront sociétaires finalement de leur coopérative, qui mettront leurs moyens en commun pour justement pouvoir augmenter leur production et mettre en place un système d'intégration où c'est la coopérative qui produit les aliments, qui les fournit et qui rachète le bétail à maturité. Que dans un système ou dans l'autre, le résultat est le même et les bâtiments sont les mêmes. Enfin, le résultat est le même en termes de bâtiments. Et effectivement, on voit se développer ces bâtiments, dont on a un exemple. Ici, on a un plan type. Celui-là est produit par la Fédération nationale des CETA. Et vous voyez que je parlais d'entre-soi, mais c'est un bâtiment qui est en fait conçu par la société Sanders. Société Sanders qui est aujourd'hui Glon Sanders, numéro 1 de l'agroalimentaire dans le monde. C'est des groupes absolument tout à fait importants et qui sont mis en place en une cinquantaine d'années. Et donc, il y a un phénomène de réseau qui s'est installé entre les agriculteurs, les industriels, les fonctionnaires, qui fait que l'information technique circule et est colportée et est apportée auprès des exploitants d'une manière quasiment unilatérale. Alors c'est un grand succès. Les paysans
pour ceux que j'ai pu rencontrer qui ont œuvré lors de cette révolution, ont vu effectivement complètement changer leur mode de vie. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont acquis des moyens, ils ont pu s'adapter à la société de consommation et avoir un mode de vie à l'égal des urbains, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Ici, on a, voilà, c'est un peu anecdotique, mais enfin, ce sont des études réalisées par un institut technique, l'Institut technique bovin, sur comment se relève une vache en stabulation libre, quelle place elle occupe, car évidemment, pour concevoir ces bâtiments, il faut connaître la façon dont se comportent les animaux, dont ils se comportent, l'espace dont ils ont besoin, l'espace vital dont ils ont besoin, et aussi les concurrences entre les différents sujets, puisque les troupeaux augmentent, et augmentent de façon considérable. Donc on n'est plus du tout dans le même rapport à l'animal que lorsqu'on avait quelques vaches. Là, on se retrouve avec des étapes qui vont comporter rapidement 30, 40, 50, 60 animaux et plus. Évidemment, le logement et la santé des animaux est au cœur des réflexions, et c'est encore en Angleterre qu'on va aller rechercher, en tout cas aller regarder de près comment est conduit l'élevage, notamment l'élevage bovin. Alors ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'on a, contrairement à ce qu'on peut avoir en France, ici, on peut difficilement les compter, mais enfin, si on considère qu'il y a à peu près 40 vaches sous chaque hangar, on imagine la taille de l'élevage. Et on est dans un système anglo-saxon qui sera aussi le système américain, où on va voir des élevages de très très grande taille apparaître. Et on s'y intéresse parce qu'effectivement, on trouve là des solutions et des expérimentations sur le logement des animaux en groupe et en grands groupes. On fait quelques essais en France. On a ici un élevage de 600 têtes qui a été construit dans l'Isère en 69. Mais cette formule, finalement, trouve peu d'écho en France parce qu'elle est liée, effectivement, au groupement d'exploitation. Un des outils qui avait été mis en place par la loi de 62, c'est le groupement agricole d'exploitation en commun, le GAEC, qui permet à des exploitations de se grouper pour mettre en commun leur matériel. Et donc, augmenter leur capacité tout en respectant les préceptes de l'exploitation familiale. Enfin, le succès n'est pas là, et les exploitations à l'époque sont de taille plus modeste. Plus modeste, mais techniquement tout à fait à l'heure, et la publicité est tout à fait parlante. Vous voyez le langage utilisé, on est dans la technicité de l'élevage, technicité qui se poursuivra largement jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Les bâtiments, le rythme de construction s'amplifie à partir de 70, donc après, à partir de la loi sur les vaches, grosso modo, le temps qu'elle se mette en œuvre, et vous voyez, on a rapidement un pic, on passe de 7 millions, qui était à peu près le nombre de bâtiments construits dans les années 50 annuellement, à un pic à 15 millions en 74, puis on navigue autour de 12-14 millions tout au long des années 80. 12-14 millions de mètres carrés, c'est 35% des constructions non résidentielles réalisées en France. J'insiste un peu sur le chiffre, parce que quand on voit le peu d'intérêt, en tout cas le peu d'investissement des architectes et dans ces bâtiments-là, on voit qu'il y a une énorme part de marché en fait qui est à côté de laquelle ils peuvent passer. C'est la même chose pour la maison individuelle et la réhabilitation, soit dit en passant. Alors après cette espèce d'explosion qui est un peu
tableau comme ça, à la fois des progrès, parce qu'il y a des progrès tout à fait considérables, des progrès sur les modes de vie qui apportent un mode de vie bien plus qualitatif aux agriculteurs, qui permettent aussi de répondre à l'augmentation de l'alimentation. Hein. On mange plus en France, le régime carné s'impose plus fortement. Il y a une demande aussi à propos du changement de mode de vie, hein, qui correspond effectivement à de nouvelles demandes alimentaires. Donc cette industrialisation de l'agriculture va quand même avoir des conséquences, et notamment des conséquences environnementales, puisque à ces bâtiments correspondent des pratiques qui ont un fort recours aux engrais et à la chimie. Et puis la concentration des élevages a aussi des répercussions sur l'eau notamment, puisque les effluents d'élevage concentrés eh bien, font circuler des nitrates, on est au courant de tout ça. Mais là on est encore au début des années 70, c'est aussi la fin des 30 Glorieuses, hein, premier choc pétrolier. Donc l'élan des 30 Glorieuses est en train de retomber, si on peut dire. En tout cas, il y a un coup d'arrêt assez brutal. Et puis, on commence à se poser des questions un peu de partout, y compris dans la presse agricole, ce qui est assez étonnant. Vous voyez, pour que l'industrialisation soit pleinement bénéfique, elle doit avoir des équipements nécessaires pour éviter la pollution et sauvegarder l'environnement. C'est ce qu'écrit un journal agricole, le Cultivateur du Loiret, en 1975. 1975, 1974, on est tout à fait dans cette époque de changement de gouvernement. Donc les paysages sont dégradés, on commence à parler de la France défigurée, les associations de protection des sites se sont mobilisées depuis quelque temps, justement devant l'apparition de ces bâtiments industriels, devant l'abandon des bâtiments traditionnels. Puis on retrouve René Dumont, qui se présente, l'agronome, hein, dont on avait parlé après-guerre, qui se retrouve candidat à la présidence de la République, premier candidat écologique, et qui finalement cristallise en fait l'asphyxie d'une certaine partie de la population qui voit dans la campagne un nouvel Éden par rapport à l'industrialisation montante. Finalement, c'est Giscard d'Estaing qui sera élu et qui répondra d'une certaine manière à ce courant en mettant en place un certain nombre de lois et d'organismes qui ont trait à l'environnement, que ce soit l'ADEME, l'Agence des espaces verts en Île-de-France, les lois d'orientation foncière, la loi d'architecture, qui fait de l'architecture une cause d'intérêt public. Alors, cette loi sur l'architecture, on peut en dire simplement deux mots, c'est qu'elle comportera une particularité, même deux, c'est-à-dire que si l'on considère que l'architecte est garant de la qualité architecturale, ce qui est le fondement de la loi, que la loi est d'intérêt public, c'est son premier principe. On considère aussi que les bâtiments agricoles, pour des raisons sociales, d'après les débats qui ont eu lieu, et la maison individuelle peuvent échapper justement à ce recours. Et donc, on dédouane l'implication des architectes sur les bâtiments ruraux inférieurs à 800 mètres carrés. Pour des raisons qui sont assez compréhensibles aussi, c'est compréhensible. En tout cas, la raison invoquée, c'est aussi qu'il n'y a pas d'architectes en milieu rural, et d'une part, et d'autre part, qu'on ne peut pas financer leurs prestations. Bon. En tout cas, dans le milieu rural, la question environnementale apparaît aussi de façon claire. La pollution des villes
est une chose, celle de la campagne en est une autre, et elle intéresse les ruraux puisqu'on voit apparaître des phénomènes d'eutrophisation des rivières, les poissons meurent, les rivières s'asphyxient, et là encore, vous voyez une publicité, une propagande publiée dans un journal agricole pour justement attirer l'attention des agriculteurs sur les questions environnementales. Alors, bon, je mets cette image parce que c'est quand même le contexte principal. Hein, le paysage et le territoire agricole est l'outil des agriculteurs à cette époque-là. Et on voit bien la représentation sur cette affiche. C'est un territoire inhabité, c'est un territoire qui est considéré finalement comme un outil pur de production, comme une mine. On l'envisage de cette manière-là. Face à cette vision des choses, les associations de protection de l'environnement, mais aussi les néo-ruraux, vont peu à peu se mobiliser parce qu'ils ont un regard différent. Il faut savoir qu'on est au début de la périurbanisation. Le culte de la maison individuelle a fait son apparition depuis les années 60-66, Albin Chalandon, et donc le rêve de la maison individuelle, d'habiter à la campagne ou à sa limite, occupe les Français, qui doivent tous devenir propriétaires de leur maison, si possible à la campagne. Et on commence à avoir des conflits d'intérêts, puisque les besoins des uns correspondent pas forcément aux besoins des autres, et les pratiques des agriculteurs sont montrées du doigt, y compris en termes d'architecture. Alors, face à la carence d'architectes en milieu rural, la puissance publique va inventer l'assistance architecturale, qui consiste à mettre en place des associations qui permettent de porter et d'apporter le conseil d'architectes aux citoyens de façon gratuite. Dans chaque département, des associations vont fleurir, et puis à travers la loi de 77, peut-être en compensation de l'interdiction, du non-recours obligatoire à l'architecte pour les maisons individuelles et les bâtiments agricoles, on créera les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Alors la tentation de cette organisation, finalement cette espèce de contrôle de l'architecture rurale, de cette nouvelle architecture rurale, va être un peu difficile, parce que rapidement il va y avoir des tentatives de censure, d'intervention sur les projets, de façon à ce qu'ils correspondent à des normes esthétiques, à ce qu'ils puissent s'inscrire dans les sites, etc. Mais on va rapidement buter sur le fait que la correction architecturale, c'est-à-dire le fait d'améliorer un projet, est quasiment inapplicable à l'agriculture, parce que les projets sont tellement serrés du point de vue économique qu'il y a très peu de moyens pour pouvoir intervenir, et que par ailleurs, lorsqu'il y a effectivement une demande de permis de construire, ce qui n'est pas toujours le cas, s'il y a correction à apporter, personne n'allant vérifier et pouvant faire la police sur le site, eh bien, le projet se fait comme à l'initial. Donc le constat est rapidement fait, et on va considérer qu'il faut s'attaquer au problème autrement que par la correction au coup par coup. Encore une fois, on va regarder un peu du côté de l'Angleterre, où la même question s'est posée. Et les autorités ont produit un document, The Appearance of Farm Building in the Landscape, qui pose les canons de l'intégration dans les paysages. C'est-à-dire qu'on peut dicter apparemment quelques règles qui permettraient
de minimiser l'impact des bâtiments sans travailler sur l'objet en lui-même, l'objet architectural, mais en travaillant sur la place de ce bâtiment dans le paysage. S'il est en crête, on va plus le voir. S'il est à côté d'un bosquet, il va se fondre plus facilement. Un certain nombre d'approches sur les couleurs devraient, en tout cas, permettre de minimiser les impacts. Et donc, en France, dans la foulée, on publie une plaquette sur ce sujet. Une plaquette qui est publiée par la Fondation de France, qui voit se mettre en place une mission, la mission architecture, bâtiments agricoles et paysages, qui a pour objet justement de traiter de cette question-là. Alors elle répond à l'inquiétude, on va dire, de la population, aux procès qui apparaissent sur des questions de bâtiments placés dans des cônes, de visibilité de monuments historiques, de non-respect des permis de construire, etc. Et puis, elle répond aussi à une inquiétude qui est l'inquiétude du monde agricole qui voit justement, qui se voit montrer du doigt de plus en plus et qui se demande comment faire pour continuer la production, l'augmentation de la production, de la productivité, et en même temps pouvoir s'inscrire dans le paysage. Alors c'est sans doute Roger Martineau qui a pris la suite de Louis Gauvin au ministère de l'Agriculture, qui va mettre en place un groupe de travail interministériel et qui va permettre la création de cette mission bâtiments agricoles et paysages. C'est une mission qui aura notamment pour objet de traiter de la question de l'intégration des bâtiments dans le paysage. Et vous voyez que dès 1974, cette question est présente puisque on trouve des publicités. J'ai choisi le gris pour que le bâtiment se noie dans le paysage. On commence à s'inquiéter justement de ces difficultés, de ces conflits d'usage. Et y compris le monde agricole est tout à fait prêt pour entendre justement des méthodes et des conseils sur la question, sans que soit remis en cause la forme du bâtiment et son économie. On publie différents fascicules de réflexion, et en essayant d'associer finalement le bâtiment à des éléments de paysage, soit des éléments bâtis ou des éléments végétaux. On a pris à ce moment-là une direction très claire. Il s'agit de ne pas tomber dans le piège de considérer le bâtiment comme un édifice obsolète qu'on pourrait placer n'importe où, qui était en fait le point de départ de l'industrialisation des bâtiments. Des travaux sur la coloration se diffusent de façon à effectivement essayer de fondre l'édifice. Et puis le but, en fait, c'est de donner l'impression que le bâtiment a toujours été là. Alors, c'est plus ou moins heureux, les résultats sont plus ou moins heureux. Vous voyez là des essais de coloration qui montrent ce qu'on faisait à une époque. Mais se pose quand même la question de savoir ces édifices qui correspondent à de nouveaux programmes, qui augmentent de taille d'année en année. Comment faire finalement? Est-ce qu'on pourra toujours donner l'impression qu'ils ont toujours été là longtemps? Est-ce qu'on pourra les dissimuler alors qu'ils grossissent de plus en plus? Et donc on commence à s'attaquer à la question de la volumétrie. Alors on revient sur cette question de la volumétrie. Le ministère de l'Agriculture met en place une consultance, embauche des architectes qui essayent de travailler avec les agriculteurs.
La mission bâtiment agricole essaye de faire travailler agriculteurs, conseillers bâtiments, des chambres d'agriculture qui ont pris une grande place dans le conseil aux agriculteurs depuis 1966 et la loi sur le décret sur le développement, et essaye de constituer de mettre en place des travaux interdisciplinaires, pluridisciplinaires entre agriculteurs, architectes, concepteurs et techniciens, zootechniciens. La direction de l'architecture et de l'urbanisme y va aussi, en mettant en place des concours pour essayer de démontrer quel peut être l'apport de l'architecte en milieu rural. Vous voyez, on a une espèce de volonté de reconquête du monde rural de la part des architectes et de leurs instances, mais une reconquête qui va buter en fait très rapidement sur d'une part sans doute le fait que le monde rural n'est pas prêt à avoir transformer la méthodologie de conception des bâtiments, et que les acteurs qui sont en présence occupent le territoire de façon très forte avec des visions technicistes. Des visions technicistes qui sont vraiment primordiales à la survie de l'agriculture, en tout cas de l'augmentation de sa productivité, puisque l'augmentation de la taille des troupeaux, l'augmentation des productions pose de plus en plus de problèmes, et notamment des problèmes sanitaires dans les bâtiments et dans les bâtiments d'élevage. Alors, il va se passer un phénomène à ce moment-là qui va permettre un rapprochement finalement des différents protagonismes, à savoir que le bois est un matériau qui, contrairement à l'acier, permet de gérer l'humidité. Et si l'on gère l'humidité, on gère la qualité de l'air, et donc on gère les conditions sanitaires d'élevage, au moins dans les élevages herbacés. Et donc, vous voyez là, le groupement régional des CETA de la Drôme adopte un principe à troupeau vivant, bâtiment qui respire. Il faut donc que les bâtiments respirent, et les bâtiments qui respirent le plus facilement sont en bois, puisqu'on peut considérer que le bardage et les lames d'air qui peuvent être créées entre les éléments de bardage peuvent évoluer en fonction de l'humidité. Cette question du bois est pris très sérieux par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, puisque effectivement il s'agit en France à l'époque aussi de relancer la filière bois. Et donc il va y avoir une promotion sur l'usage du bois dans les bâtiments agricoles. On va essayer là aussi de faire des modèles, de concevoir des appentis économiques, d'autant plus que le bois a cette qualité, que c'est un matériau issu du monde rural, issu des paysages ruraux, et donc qui se fonde naturellement dans les paysages ruraux. Il n'empêche que la question est quand même loin d'être réglée, et que les fonctionnaires de l'équipement qui sont là pour analyser les demandes de permis de construire ne savent plus vraiment quel argument utiliser face à l'irruption de ces constructions industrielles dans le paysage. Au point que se pose la question de la mort du paysage. La mort du paysage, c'est un colloque qui a lieu à l'Université de Lyon à la demande du ministère de la Culture, de la Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme, et qui va poser une question intéressante, puisque le philosophe François Dagonet formule en fait la question comme ça: faut-il, à supposer qu'on puisse intégrer le nouveau dans l'ancien par l'imitation des couleurs, le camouflage, la ruse,
La honte de la laideur moderne est-elle bonne conseillère? Constitue-t-elle une esthétique? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de construire une nouvelle esthétique du paysage basée sur la honte de la laideur, c'est-à-dire de ces bâtiments industriels qui correspondent à une agriculture qui elle-même correspond à une société qui est la société contemporaine. « 7 milliards de bâtiments par an, enfin 7 milliards, pardon, un marché de 7 milliards par an, les bâtiments agricoles sont une question évidemment qui est quand même prise au sérieux. Et ce problème de l'intégration se heurte à une nouvelle question qui est celle de la réglementation sur les installations classées. Et en premier lieu, avant la réglementation sur les installations classées, sur les règlements sanitaires départementaux. C'est-à-dire puisqu'on a des concentrations telles de foyers polluants, il va falloir les écarter des sources qui pourraient être contaminées. Et donc on redéfinit, puisque les règlements départementaux, sanitaires départementaux existent depuis les années 40, et on redéfinit des distances entre les élevages et les habitations, entre les élevages et les rivières, entre les élevages et les puits. Et en fait, là où, pour des questions esthétiques, le discours tendait à rapprocher les bâtiments des bâtiments existants, des bâtiments traditionnels, des foyers de concentration bâtis, des masses bâties, de façon à les fondre, la réglementation dit le contraire et impose justement de les écarter, de mettre des distances, donc finalement de les mettre à la vue et au regard dans le paysage de façon plus flagrante. À la même époque, quasiment, la question de la pollution agricole, justement, va imposer une remise aux normes de la totalité des exploitations, puisque sous la pression de l'Europe, la loi sur l'eau va imposer la mise en place du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Et donc on va avoir un phénomène qui poursuit l'industrialisation des bâtiments, en ce sens que la mise aux normes environnementales des bâtiments d'élevage va imposer, dans la majorité des cas, la reconstruction des bâtiments. Et reconstruction, qui dit reconstruction, va dire concentration des exploitations, une nouvelle fois, concentration des exploitations à la fois pour répondre justement aux investissements à faire et aussi pour répondre à la concurrence, puisque nos voisins ont des troupeaux de plus en plus importants et concentrent eux aussi leurs exploitations. Et donc pour être en concurrence sur la production et sur les prix, il faut évidemment avoir des outils qui peuvent faire face. Donc les bâtiments vont se trouver de plus en plus importants. Ici, vous avez une image de l'étable expérimentale de l'INA Paris-Grignon. Enfin, une image, c'est pas une image, c'est un dessin, oui, une image, qui va servir de modèle à des bâtiments, à énormément de bâtiments qu'on voit aujourd'hui, et donc qui combine finalement ces questions d'outils de production performants, de maîtrise des pollutions et d'intégration dans les paysages. Intégration avec des guillemets, mais intégration, c'est comme ça c'est le terme qu'on emploie, avec notamment la promotion du bois pour l'enveloppe des bâtiments. Pour en finir très rapidement, on va voir que le permis de construire paysager, mis en place en 1994, qui va donc imposer un volet paysager pour toutes les constructions,
va lui aussi poursuivre finalement cette habitude, ces habitudes, en fait, ces concepts qui ont été adoptés, et donc une sorte de motus vivendi qui va dire que les bâtiments agricoles, finalement, on ne sait pas trop comment faire. L'affaire, leur volumétrie et ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'affaire des techniciens, et pour les intégrer dans le paysage, la meilleure affaire, c'est de planter autour et de les dissimuler. On les dissimule, puis on en parle quand il y a un scandale alimentaire, quand on commence à se poser de graves questions sur effectivement l'agriculture ou sur le bien-être des animaux, et que ces bâtiments réapparaissent effectivement dans l'actualité. Mais sinon, dans bien des cas, ils sont effacés, on va dire, du paysage. Vous voyez ici effacés, mais alors avec plus ou moins de bonheur, parce qu'on finit par ne plus les voir, mais ils sont là. Et ici, une recommandation du ministère de l'écologie pour justement dissimuler par une haie qui est là en croissance, hein, qui va se développer, mais dissimuler un élevage industriel, un poulailler industriel. Ce sera plus difficile pour les bâtiments qui abritent des ruminants, notamment, puisque les bâtiments vont devenir de plus en plus importants. Et on est là vraiment dans un système d'exploitation, dans des pratiques agricoles qui ont donné finalement une architecture et des bâtiments correspondant à des pratiques et à des programmes très particuliers. L'agriculture aujourd'hui évolue. Évidemment, la question de la concurrence, la question de la productivité reste tout à fait centrale, mais le regard des agriculteurs sur le territoire devient différent, les modes de production changent peu à peu, et on commence à voir apparaître des édifices qui se démarquent des modèles totalement standardisés. Donc, est-ce que c'est l'invention d'un nouveau paysage, de nouveaux bâtiments agricoles? En tout cas, il y a effectivement aussi de la part des producteurs, y compris des groupements de producteurs, un nouvel intérêt pour l'image architecturale, de façon à revaloriser finalement l'image d'une profession qui est de plus en plus montrée du doigt, et pour les questions environnementales. Voilà. J'en finirai là-dessus.